Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos liminaires et les derniers mots que vous avez eus sur le vaccin rappellent que la sortie de crise sera mondiale ou ne sera pas, et qu'elle passera par une vaccination mondiale ou elle ne passera pas, et que dans cette crise, tant le nationalisme vaccinal que la préférence nationale, que pourraient utiliser parfois certains pays, sont tous les deux des non-sens sanitaires, et que je suis pour ma part très fière, je pense ne pas être la seule, que notre pays ait choisi cette stratégie de partager ce qu'il a et de ne pas avoir recours à ces deux méthodes. Monsieur le ministre, pour ce point de situation que vous nous avez fait, on voit bien que partout dans le monde, la France doit continuer à tenir sa position de puissance d'équilibre et ça n'est pas toujours très simple. Cette puissance d'équilibre, cette position de puissance d'équilibre repose souvent d'ailleurs sur sa diaspora, qui sont près de 3 millions de Français qui, bien qu'éparpillés aux quatre coins du monde, sont des Français à part entière et n'hésitent jamais à aider notre pays. Récemment, nous l'avons vu au Liban, on le voit encore d'ailleurs. On l'a vu l'année dernière en Chine, lorsque tant d'entre eux nous ont aidés à sourcer puis à acheminer des équipements de protection individuelle. Depuis maintenant 4 ans, notre majorité, le gouvernement dont vous faites partie et votre ministère n'ont jamais, jamais, je veux le souligner, manqué d'être à l'écoute de nos Français établis à l'étranger. Ces Français sont aussi bien des serviteurs de l'État comme les agents de notre consulat à Wuhan, et je voudrais saluer ici M. Olivier Guyon-Var, des médecins comme le Dr Philippe Klein qui a œuvré en première ligne à Wuhan auprès de la communauté française et européenne, des élus ou entrepreneurs engagés comme M. Franck Barthélemy en Inde, ou des membres de la société civile comme Mme Élise Léger en Australie, qui n'a pas ménagé sa peine pour aider nos ressortissants sur place. Et puis tant d'autres encore. Tous ces Français portent les valeurs de la France, ils participent à montrer le meilleur de notre pays, nous pouvons être fiers de les avoir comme ambassadeurs. Aujourd'hui, leur priorité, c'est leur sécurité sanitaire et l'accès aux vaccins. Les nombreux échanges et témoignages, Monsieur le Ministre, que j'ai pu avoir avec les communautés de ma circonscription ces dernières semaines laissent entrevoir dans plusieurs pays, et je pense que vous le savez, une situation préoccupante, voire extrêmement préoccupante, que ce soit en Inde. Et d'ailleurs, l'émotion hier sur France Culture du spécialiste de l'Inde, Jean-Joseph Boileau, en témoignait, a été extrêmement poignante. On le sait aussi au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande, même à Taïwan, où on note une remontée du nombre de cas. Puis des régions comme la Chine, Singapour, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, dont les règles d'entrée sur leur territoire en font aujourd'hui des forteresses absolument inaccessibles. Alors, Monsieur le Ministre, le gouvernement français a déployé des mesures de soutien inégalées pour nos communautés frappées par la crise sanitaire. Mais au-delà de cela, pouvez-vous rappeler à l'ensemble de notre commission ce qui a été fait pour les Français à l'étranger depuis 4 ans et ce qui sera fait dans les semaines et les mois à venir pour les soutenir, pour maintenir la diversité de notre présence à l'étranger au service d'une France forte à l'international? J'aurais une autre question, Monsieur le Ministre, sur l'axe Indo-Pacifique. Elle sera très courte, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. Un exercice militaire conjoint nommé ARC 21 qui associe Japon, États-Unis et France s'est tenu ces jours-ci. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous préciser les objectifs de cet exercice et plus largement l'enjeu de la présence française dans cette région du monde? Et enfin, sur la Birmanie, où la situation est dramatique depuis le coup d'État de février dernier, qui a vu la junte militaire confisquer au peuple birman le résultat des élections de novembre dernier. Le mouvement des obéissances civiles semble évoluer vers le gouffre, hélas, d'une guerre civile. Alors, Monsieur le ministre, comment la France peut-elle aider le peuple birman à retrouver le chemin de la démocratie, durement conquis en 2008 et conforté en 2020? Je vous remercie. Je voulais simplement, pour vous-même et pour Madame Gentet, vous dire que nous sommes évidemment préoccupés de la vaccination des Français de l'étranger. Et nous avons sur ce point une position assez simple. Si dans la plus grande partie des pays, nos compatriotes peuvent bénéficier du dispositif de vaccination tel qu'il existe dans ces pays, ça couvre quand même une très grande partie de nos compatriotes parce qu'il y a des vaccins disponibles et on fait en sorte qu'ils puissent être eux-mêmes vaccinés. Et c'est ce qui se passe sur 80 pays bien identifiés sur la plus grande partie de nos compatriotes. Reste, j'ai le chiffre de 200 000, mais je ne suis pas sûr, de Français qui, dans des pays en difficulté, où il n'y a pas de vaccin répertorié, pas de vaccin accessible, et où où qu'il y a des crises sanitaires importantes. Et là, nous sommes aujourd'hui en
situation de pouvoir apporter des vaccins dans les pays que j'ai évoqués. Nous avons commencé à le faire en Inde, puisqu'il y avait des fragilités réelles pour répondre à une situation d'urgence. Un contingent de près de 5000 doses du vaccin Moderna vont être diligentées, ont commencé à être diligentées à la fois sur Delhi, Bombay, Pondichéry, Chennai. Je vous précise aussi que sur l'Afrique, nous avons aussi permis des opérations, dont l'opération de grande ampleur, dont je crois Monsieur El Guerab ou Madame Gentet a fait état tout à l'heure sur Madagascar, où le secrétaire d'État s'est rendu pour valider l'envoi des 6000 doses que nous avons affectées à la communauté française, et la vaccination a commencé depuis plus d'une semaine maintenant. D'autres expéditions sont en cours dans plusieurs autres pays. Nous avons envoyé des doses à Djibouti, aux Philippines, au Tadjikistan, et nous allons le faire dans les jours qui viennent en Moldavie, en Éthiopie, au Népal, au Soudan. Donc cela se fait de manière vraiment très précise en fonction de la situation sanitaire que les postes nous signalent. Nous avons un problème que nous sommes, je pense, en train de régler, mais qui est difficile, c'est le Brésil, où il y a, de mémoire, je crois, 11 000 de nos compatriotes. Et parce que le vaccin qu'on voulait livrer au Brésil, c'était le Moderna ou le Janssen, je sais plus, le Moderna, n'est pas accepté par le Brésil, d'une part, et que par ailleurs, nos relations avec les autorités brésiliennes ne sont pas, comment dire, les plus chaleureuses que l'on connaisse. Voilà. J'en ai fait moi-même les frais à un moment donné. Donc, on était en train de trouver des solutions et on va en fait envoyer au Brésil du Pfizer, avec les difficultés de transport que vous imaginez, mais il faut qu'on prenne en considération la situation épidémiologique du Brésil qui est très, très compliquée, avec aussi le variant brésilien, etc. Ce qui veut dire, Madame Gentet, que nous sommes très, très attentifs à ces situations-là. S'il y a des cas particuliers, des pays particuliers qui font l'objet d'observations de la part de vos mandants, je pense aux parlementaires qui sont parlementaires français de l'étranger, qu'on me le dise, parce que nous sommes vraiment très attentifs à cela. Par ailleurs, les Français, nos compatriotes qui sont de l'étranger, qui viennent là cet été en vacances ou qui viennent en France pour quelque temps, évidemment pourront se faire vacciner par le dispositif interne français dans les meilleures conditions. Mais on a quelques cibles très particulières qui sont parfois d'ailleurs très, très douloureuses pour nos compatriotes. Oui, alors sur l'Indo-Pacifique, Madame Gentet, nous sommes dans cette logique de promouvoir une stratégie à la fois pour nos propres intérêts, mais aussi pour garantir la stabilité et la paix dans cette zone et préserver le multilatéralisme et renforcer nos partenariats stratégiques. Nous sommes dotés d'une stratégie sur ce sujet qui a été initiée par le président de la République lors de son discours de Garden Island que vous connaissez. Et nous partageons cette logique à la fois avec nos amis australiens, nos amis indiens. Nous avons créé un dialogue ministériel trilatéral. C'est la première fois que ça s'est passé il y a quelques jours. Je crois que j'étais en Inde d'ailleurs à ce moment-là. Oui. J'ai engagé le dialogue trilatéral depuis Delhi. Et on l'a poursuivi à Londres. C'est ça, on a engagé à Delhi, on l'a poursuivi à Londres puisque mes collègues australiens et indiens y étaient. Et avec des actions très concrètes, cette réunion du 4 mai où nous avons initié des projets contre la pollution plastique dans l'océan Indien, des projets sur les énergies renouvelables comme le solaire et l'hydrogène décarboné. Nous avons pris des initiatives pour la sécurité maritime et pour lutter contre la pêche illégale, pour protéger la biodiversité. Bref, ce triptyque-là, il marche. Et donc, c'est tout à fait nouveau et c'est, je prends, Madame Gentet, un élément important de ce que je communique aujourd'hui à votre commission. Nous sommes par ailleurs, évidemment, déjà membres de la commission de l'océan Indien que la France va présider à partir de demain, je crois,
partie du sud de l'océan Indien, mais nous sommes aussi partenaires de l'Association des pays riverains de l'océan Indien, l'IORA, où nous sommes maintenant devenus membres de plein droit. Donc nous sommes dans cette logique-là. C'est une stratégie pour nos propres souverainetés. Et si nous laissons pas, si nous prenons pas cette place-là avec nos amis australiens et nos amis indiens, d'autres prendront cette place. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que l'Union européenne aussi se dote d'une stratégie indo-pacifique sous notre impulsion. Et là, nous allons présider le Conseil de l'Union européenne en 2022. Et c'est un des points importants, un des objectifs importants de la présidence qu'on assumera à ce moment-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait une stratégie européenne de l'Indo-Pacifique. Je ne vais pas faire toute pour répondre complètement à Madame Jeanne, je ne vais pas faire toute la liste des actions que nous avons entreprises pour le soutien des Français de l'étranger, mais sachez que le plan de soutien a mobilisé 220 millions d'euros sur l'ensemble des volets, que ce soit le volet médical, le volet scolaire ou le volet social, que nous avons décidé et que nous avons, je crois, bien mis en place avec un accueil plutôt très favorable de nos compatriotes. Et nous avons été au rendez-vous de la solidarité pendant la crise. Je prends un petit peu d'eau, si ça ne vous ennuie pas. Ah non, nous voulons gagner du temps, mais nous ne voulons pas que vous périssiez de soif. Nous n'avons pas encore atteint ce degré de sévérité à l'égard du gouvernement. Je puisse continuer à parler, j'ai répondu. Sur la Birmanie, nous sommes tout à fait actifs sur le sujet et nous avons pris beaucoup d'initiatives. D'abord, nous avons contribué à la mise en œuvre de sanctions au niveau européen. Un premier train de sanctions en mars contre les 11 individus responsables du coup d'État et contre le commandant en chef des forces de sécurité. Un deuxième volet de sanctions ciblant non seulement 10 individus, mais également, pour la première fois, 2 conglomérats militaires. Alors, les sanctions, ça veut dire gel des avoirs, sur l'ensemble de l'Union européenne, pas que sur la France. Interdiction de se déplacer, à la limite, peut-être que ça ne gêne pas trop, non, mais gel des avoirs, ça peut commencer à être ennuyeux. Nous avons suspendu tout soutien budgétaire aux programmes gouvernementaux, désormais aux mains des militaires. Mais nous avons en permanence le souci de sanctionner par les différents moyens les responsables du coup d'État, mais aussi ne pas d'épargner la population civile les plus vulnérables. Donc il faut toujours être sur cette ligne de crête-là. Nous avons poursuivi nos efforts aux Nations Unies. En particulier, nous avons apporté notre soutien le 9 avril dernier à une consultation publique sur la situation en Birmanie en présence de l'opposition institutionnelle, le CRPH, que nous continuons à soutenir. La France ne reconnaît pas des régimes, elle reconnaît des États, d'une manière systématiquement. Mais nous sommes tout à fait en appui de ce gouvernement d'union des États, et non pas le gouvernement de l'État. Donc ça veut dire que la Birmanie existe pour la France, même si elle est dirigée par une junte. Mais nous appuyons aussi beaucoup sur l'ASEAN pour essayer de faire pression sur l'ensemble des acteurs de l'environnement pour faire en sorte que ce coup d'État puisse aboutir à une solution pacifique. Donc nous sommes très vigilants et très actifs sur le sujet. J'ai pu m'entretenir à plusieurs reprises avec mon homologue indonésien, malaisien, singapourien, thaïlandais. Et l'Union européenne est aussi très active sur le sujet, donc on ne perd pas du tout de vue. Au contraire, on est en assistance permanente sur les opposants et sur les représentants légaux de la Birmanie.